Bonsoir à toutes et à tous, vous regardez la 24 News. Merci de nous rejoindre pour cette édition 100% africaine qu'on entame avec notre dossier spécial Sahara occidental. Le peuple sahraoui est sorti aujourd'hui dans les territoires occupés pour participer à des mobilisations populaires massives afin de réclamer un règlement international équitable qui garantisse son droit légitime à la liberté, à l'autodétermination et à l'indépendance. Les citoyens ont exprimé leur rejet catégorique des tentatives de contournement de la légitimité internationale, affirmant leur attachement aux résolutions qui garantissent le droit inaliénable du peuple sahraoui à l'autodétermination et à l'indépendance totale. Cette révolte populaire fait suite à la présentation par le Front Polisario de sa proposition élargie au secrétaire général des Nations Unies visant à relancer le processus politique sur des bases claires fondées sur la légitimité internationale. Pour sa part, le comité arabe de solidarité avec le peuple sahraoui a indiqué dans un communiqué que le Conseil de sécurité devait assumer ses responsabilités pour garantir la justice au peuple sahraoui. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, je voudrais tout d'abord... Représentant du Congo. And now I give the floor to the distinguished representative. Le comité arabe appelle les membres du Conseil de sécurité de l'ONU à assumer leur responsabilité historique de rendre justice à un peuple qui souffre sous l'occupation depuis plus d'un demi-siècle, sous les yeux du monde entier, sans qu'aucune mesure ne soit prise pour mettre fin à cette question, qui est classée selon les résolutions des Nations Unies comme une question de décolonisation. Et la dernière colonie d'Afrique continue de lutter pour son indépendance, et ce malgré les nombreuses violations et crimes commis par le Merzen à son encontre, entre agressions, emprisonnement arbitraire, répression et pillage de ses ressources naturelles. Le Sahara occidental ne cesse, sous les yeux du monde, de réclamer sa liberté. Amalam Zenzitouni. Dernière colonie en Afrique. Le Sahara et sa légitime cause sont toujours relégués à la périphérie des priorités internationales. Reconnu par les Nations Unies comme territoire non autonome, le Sahara occidental vit depuis longtemps un conflit opposant le Maroc, qui en contrôle la majeure partie, au Front Polisario qui milite pour l'indépendance du peuple sahraoui. Après son invasion du Sahara occidental suite à la Marche verte en novembre 1975, le Maroc a dépensé des milliards de dollars afin d'empêcher la création d'un État indépendant. Le Maroc ne se contente pas d'occuper illégalement le territoire du Sahara occidental en réprimant son peuple pour l'empêcher d'exprimer son droit à l'autodétermination et son aspiration à l'indépendance. Il accapare toutes ses richesses naturelles. Entre fruits et légumes, phosphates, ressources halieutiques et potentielles, énergie renouvelable, gaz et pétrole, l'exploitation des ressources naturelles a permis au Merzen de financer et d'ancrer durablement cette occupation coloniale. L'industrie du phosphate sahraoui, l'exportation la plus lucrative du territoire, emploie environ 3000 travailleurs, mais seulement 21% sont sahraouis et occupent en majorité des emplois non qualifiés. Ils ne représentent que 4% des techniciens qualifiés. Cette situation très défavorable au peuple opprimé est liée à la politique de colonisation de peuplement menée par le Maroc depuis 1976. Près d'un demi-million de citoyens marocains ont été encouragés à venir s'installer dans ce qui est appelé les provinces du Sud. C'est ainsi que le Maroc engrange illégalement des fortunes et favorise les employés marocains au détriment des Sahraouis. En exploitant les richesses du Sahara occidental sans le consentement de son peuple, le Maroc viole le droit international, notamment le principe de souveraineté permanente des peuples sur leurs ressources naturelles. En concluant des accords commerciaux déclarés illégaux par la Cour de justice européenne, le Maroc cède des droits qu'il ne possède pas puisqu'il n'est pas souverain sur le Sahara occidental. Et pourtant, de nombreuses entreprises étrangères activant dans plusieurs domaines, notamment pétrolières, telles que la compagnie française Total, bénéficient d'une autorisation illégale du Maroc pour investir et développer leurs activités dans les territoires occupés. Le Maroc est d'ailleurs un partenaire privilégié de l'Union européenne au détriment du peuple sahraoui.
Derrière le silence diplomatique et les intérêts stratégiques, le peuple sahraoui lutte face au pillage de ses ressources naturelles. Cette résistance est devenue l'une des formes de la lutte pour l'autodétermination. L'Observatoire sahraoui pour les ressources naturelles du Sahara occidental, créé en 2013 dans les camps de réfugiés, s'applique à documenter l'état des lieux, à repérer les projets marocains. Les associations dans les territoires occupés militent également dans cette optique. La puissance occupante ne manque pas de cibler ses militants sur lesquels elle exerce une répression brutale. À côté des initiatives militantes, le Front Polisario s'attache à contester juridiquement les accords commerciaux ou de coopération passés avec le Maroc. Régulièrement, le gouvernement de la République arabe sahraoui démocratique attire l'attention du secrétaire général des Nations Unies sur les spoliations marocaines des ressources du territoire occupé. La lutte des Sahraouis est celle d'un peuple en quête d'indépendance et de souveraineté sur ses terres occupées et ses biens spoliés. À noter que dans un communiqué publié ce lundi, le Front Polisario a réaffirmé avec force qu'il ne participera à aucun processus politique ni à aucune négociation fondée sur des propositions visant à légitimer l'occupation militaire illégale du Sahara occidental par le Maroc et à priver le peuple sahraoui de son droit inaliénable à l'autodétermination et à la souveraineté sur sa patrie. Au Maroc et sur fond de gronde populaire, la coordination marocaine des victimes du séisme d'El Haouz a annoncé l'organisation d'un sit-in de protestation devant le Parlement à Rabat lundi prochain, et ce pour protester contre l'indifférence des autorités face à la situation difficile dans laquelle se trouvent des milliers de familles qui vivent encore 2 ans après le tremblement de terre sous des tentes en plastique et dans des conditions indignes. Dans un communiqué rendu public dimanche, la coordination a affirmé que cette démarche intervenait suite à l'échec du gouvernement à tenir ses promesses concernant la reconstruction des habitations et le relogement des victimes, considérant que la situation actuelle représentait une atteinte avérée aux droits des citoyens et un recul quant aux engagements annoncés dans la déclaration du gouvernement du 14 septembre 2023. Dans le reste de l'actualité, le Parlement algérien a renouvelé ce lundi son engagement à défendre les causes sahraouies et palestiniennes. Le président de l'Assemblée populaire nationale, Brahim Bourali, a affirmé lors d'un colloque parlementaire sur le thème médias et communication du service de la révolution aux défis actuels que l'Algérie demeurera une plateforme de défense des causes justes et du droit des peuples à l'indépendance. Nous renouvelons ici notre engagement à aller de l'avant, au service de la patrie, via la parole libre, la vie responsable et le verbe sincère. Nous aspirons à demeurer une tribune libre pour les causes justes et légitimes, des peuples qui cheminent vers leur liberté et leur dignité, avec à leur tête le peuple palestinien et le peuple du Sahara occidental. Tout ceci au nom de la fidélité aux principes de notre glorieuse révolution et guerre de libération nationale et en préservation du legs de nos illustres martyrs, ainsi qu'en défense des acquis de notre indépendance nationale. Les défis de la conjoncture sont nombreux dans le secteur des médias, de la communication et de l'information, ce qui nous impose plus de sens des responsabilités et une conscience optimale. La révolution de la communication numérique et la multiplication des plateformes, ainsi que le flux incessant de données, fait ressortir la nécessité de construire un secteur médiatique national professionnel, objectif et attaché à des principes et constantes. Un secteur médiatique qui sait faire l'équilibre entre la responsabilité et la liberté et qui arbore la crédibilité et la vérité comme valeur afin de sanctuariser l'opinion publique nationale contre les campagnes hostiles de désinformation et les attaques informationnelles en ces temps de grande accélération. Nous devons aujourd'hui faire de nos médias une passerelle de cohésion nationale et un outil de gestion de la conscience sociale et de la défense de l'image de l'Algérie et de ses réussites. ووسيلة لترسيخ الوعي المجتمعي والدفاع عن صوت الجزائر وإنجازاتها. Renforcement de la coopération asio-africaine, coprésidée par le secrétaire général du ministère algérien des Affaires étrangères, Nounes Magramen, et le vice-ministre des Affaires étrangères de la République socialiste du Vietnam. La 4e session des consultations politiques algéro-vietnamiennes s'est tenue ce lundi dans la capitale Hanoï. Cette rencontre a permis d'aborder l'état et les perspectives des relations entre l'Algérie et le Vietnam.
La session a permis également de passer en revue les préparatifs relatifs aux prochaines échéances bilatérales et d'échanger les vues et les analyses sur les questions régionales et internationales d'intérêt commun. Le secteur agricole en Algérie connaît l'amorce d'une nouvelle dynamique visant à opérer une transformation qualitative fondée sur les avancées scientifiques et technologiques ainsi que sur l'intégration de l'innovation. C'était là le sujet de l'ouverture des travaux de la conférence nationale sur la modernisation de l'agriculture qui ont débuté ce lundi à Alger. Reportage Maria Chouyer. Des experts et chercheurs algériens se sont réunis ce matin à Alger, au Centre international des conférences Abdelatif Rahal, autour des mêmes objectifs, faire de l'agriculture un moteur durable de la sécurité alimentaire nationale. Cette conférence a mis l'accent sur l'intégration des nouvelles technologies afin d'améliorer la productivité et optimiser la gestion des ressources naturelles. Nous sommes là aujourd'hui pour préparer le lancement d'une véritable révolution agricole fondée sur la science, la technologie et une volonté ferme. Notre ambition est claire et nos objectifs sont bien définis. Nous visons dans les 5 prochaines années à atteindre une production de 35 à 40 quintaux par hectare dans la culture des céréales. Ce n'est pas un rêve lointain, mais un objectif réalisable grâce à la généralisation de l'utilisation de semences améliorées à haut rendement, à l'adoption de l'agriculture de précision et des technologies d'intelligence artificielle, ainsi qu'à l'amélioration de la fertilité des sols à travers des programmes scientifiques bien étudiés. La numérisation du secteur agricole occupe une place centrale dans la nouvelle vision du ministère. Capteurs intelligents, systèmes de gestion connectés, exploitation des données, une véritable révolution numérique est en marche, jugée essentielle par les experts du secteur pour gagner en efficacité, en productivité et en transparence. Le secteur de l'agriculture, à l'instar de tous les autres secteurs économiques, a besoin d'une modernisation. Et cette modernisation pourrait commencer par une digitalisation de toutes les informations disponibles, anciennes et nouvelles, pour enfin appliquer des modèles de calcul ou de prévision ou de simulation des scénarios adaptés à nos contextes climatiques en Algérie, également par rapport à nos contraintes socio-économiques dans les différentes wilayas. L'utilisation de nouveaux outils existent. On peut dès maintenant pouvoir les mettre à la disposition des acteurs. L'exploitation des terres arides du Sahara, considérée comme un nouveau réservoir de développement agricole, est au cœur des priorités. Grâce aux techniques modernes d'irrigation et aux avancées de la recherche agronomique, ces zones pourraient contribuer à renforcer la souveraineté alimentaire du pays. La start-up, elle permet en fait de guider tout l'itinéraire d'irrigation de n'importe quelle culture, y compris la culture du blé. Nous avons pu donc augmenter les rendements du blé. Du 18 quintaux, on est allé jusqu'à 65 quintaux à l'hectare. Donc ce chiffre-là, en fait, toutes les données, des données sont numérisées. Et donc toutes les données ils sont transférées en temps réel sur une plateforme où la gestion, elle se fait donc via une plateforme où il n'y a pas l'intervention de l'être humain. Entre innovation technologique et ambition de souveraineté alimentaire, le secteur agricole trace sa feuille de route vers la modernisation. Un défi de taille, mais surtout une promesse d'avenir radieux pour le secteur de l'agriculture en Algérie. Toujours dans le contexte du processus de numérisation, le haut-commissaire à la numérisation avec rang de ministre Mariam Ben Milioud a reçu dimanche la représentante résidente du programme des Nations Unies pour le développement en Algérie, Natacha Van Rijn. Cette rencontre a été couronnée par la signature d'une déclaration d'intention entre les deux parties dans les domaines de la transformation numérique en Algérie, notamment en ce qui concerne l'accélération de la mise en œuvre de la stratégie nationale de transformation numérique.
Direction Oran à présent, ce lundi s'est ouvert la première édition du Salon international Industrie Grand Expo 2025, dédié aux fournisseurs de l'industrie avec la participation de 31 exposants nationaux et étrangers. Sur une durée de 4 jours, cet événement se veut un incubateur stratégique pour l'industrie nationale visant à promouvoir l'innovation, la modernisation et la mise à niveau des entreprises industrielles conformément aux normes internationales. Un espace baptisé Atelier Kick Factory a d'ailleurs été dédié à l'accompagnement des projets innovants en vue de leur industrialisation. Je vous propose d'écouter à ce sujet le commissaire du salon, Abdeljalil Saïr. Le salon Industrie Grand Expo, comme son nom l'indique, c'est le salon de toutes les industries. Nous avons voulu l'appeler comme ça parce qu'il s'adresse à tous les industriels, tous les gens qui veulent s'investir dans l'industrie. Nous avons beaucoup d'énergie, notamment chez les jeunes ingénieurs, des nouvelles entreprises et des entreprises qui ont déjà des expériences de 10 ans ou là de 20 ans. Les entreprises à demain, elles ont besoin d'avoir une vitrine algérienne pour voir ce qui se passe dans le monde. Notre travail, c'est de faire en sorte que les nouvelles technologies arrivent dans ce salon sans obliger les gens à aller faire le tour du monde pour voir les technologies. L'idée globale du salon, c'est d'encourager l'industrie algérienne et nous savons que nous avons les capacités dans toutes les industries. Au Mali, la junte au pouvoir a annoncé la suspension des cours dans les écoles et les universités à partir de ce lundi et pour 2 semaines à cause des difficultés d'approvisionnement en carburant dû à un blocus organisé par les groupes terroristes dans le pays. Le ministre malien de l'Éducation nationale, Amadou Sissavané, a déclaré lors d'une allocution télévisée qu'un réaménagement des calendriers scolaires s'impose en raison de la grave pénurie de carburant qui sévit dans tout le pays. Gare au Soudan, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a déploré ce lundi une terrible escalade du conflit au lendemain de l'annonce par les forces de soutien rapide de leur contrôle de la ville d'El Fasher, déclarant qu'il est grand temps que la communauté internationale dise clairement à tous les pays qui interviennent dans ce conflit et qui fournissent des armes aux belligérants d'y mettre un terme. Et au moins 340 personnes ont été déplacées du village d'Umbachar dans l'état du Nord Kordofan au centre du Soudan dimanche en raison des attaques menées par les forces de soutien rapide. Selon l'Organisation internationale pour les migrations, les civils déplacés se sont réfugiés dans des zones à ciel ouvert situées dans divers points de la localité d'Arrahad au sud du Nord Kordofan. À noter que ce conflit a fait plus de 14 millions de déplacés depuis son début en avril 2023. Autre actualité sur le continent africain ce soir, le président camerounais Paul Biya a été réélu président pour un 8e mandat avec 53,66% des suffrages. Selon les résultats officiels proclamés par le Conseil constitutionnel ce lundi, le candidat Issa Chiroma Bakary est arrivé 2e avec 35,19% des voix selon l'institution, alors que cet ancien ministre revendique la victoire face au président sortant après le scrutin du 12 octobre. Ainsi proclamé élu président de la République comme ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés. Le candidat Biya Paul. Des résultats annoncés sur fond de tensions au Cameroun à la veille de la proclamation de ces derniers. Des affrontements ont eu lieu entre forces de l'ordre et manifestants de l'opposition à Douala, entraînant la mort d'au moins 5 personnes. Malgré l'interdiction des rassemblements par les autorités, des centaines de partisans du candidat de l'opposition Issa Chiroma Bakary sont descendus dans les rues de plusieurs villes pour répondre à son appel à manifester pacifiquement après avoir annoncé sa victoire aux élections face au président sortant Paul Biya. Et en Côte d'Ivoire, la commission électorale indépendante a révélé dimanche soir les premiers résultats de la présidentielle ivoirienne avec des scores écrasants
en faveur du président sortant Alassane Ouattara dans plusieurs départements. Sur plus de 71 circonscriptions électorales, le président sortant Alassane Ouattara, 83 ans, arrive en tête. À noter que près de 9 millions d'Ivoiriens étaient appelés à voter samedi pour le scrutin présidentiel, les résultats finaux étant attendus ce lundi soir. Voilà, madame, monsieur, on arrive à la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Vous pouvez revoir ce programme sur nos réseaux sociaux ou bien en scannant le QR code qui s'affiche en bas de votre écran. L'actualité continue sur Al24 News. Excellente soirée à toutes et à tous.